Nous avons chacun notre propre perception de la réalité. Il suffit parfois de faire un pas de côté pour faire évoluer le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde. C'est ce qui m'a conduit à créer le podcast Il y avait une fois. Je suis Sophie et je partage avec vous mes découvertes et mes rencontres pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre et questionner votre point de vue. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Cet été, je vous propose une série de 6 podcasts pour se reconnecter à soi et à ses aspirations profondes. Dans ce 6e épisode, vous allez découvrir comment s'épanouir. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Saverio Tomasella, docteur en psychologie, psychanalyste, auteur d'essais et de romans traduits en plusieurs langues. Il est fondateur de l'Observatoire de la sensibilité et de la Journée mondiale de la sensibilité qui a lieu chaque année le 13 janvier. Bonjour Saverio et merci d'être avec nous. Bonjour Sophie, bonjour. Que faut-il entendre par s'épanouir ? L'épanouissement est très important parce que c'est vraiment l'aboutissement. Et je vais répondre à ta question sur la définition, mais c'est vraiment l'aboutissement d'un long processus. On ne peut pas vouloir s'épanouir tout de suite. La fleur, qui est le modèle de l'épanouissement, l'ouverture du bourgeon, on dit que le bourgeon débourre, la fleur s'épanouit, elle va le faire dans un certain temps, elle ne le fait pas non plus en une seconde. C'est un processus qui est très lent parce que ça commence un an avant, où l'arbre, où la plante prépare les bourgeons de l'année suivante dans ses cellules, dans le bourgeon qui commence à poindre un peu, qui va grandir l'hiver, qui va mûrir à l'intérieur, et quand il y aura une maturité à l'intérieur, qui va s'épanouir. Donc l'épanouissement, c'est l'aboutissement d'un long processus existentiel qui est justement celui de s'écouter, se respecter, connaître ses désirs, poser ses limites, réaliser ou se réaliser ses aspirations, se réaliser, œuvrer. Et le fruit de tout ça, la fleur déjà, puis le fruit de tout ça, ça va être l'épanouissement. C'est-à-dire, on est à l'acmé, on est à l'apogée de notre printemps créateur. Le printemps créateur, il ne connaît pas d'âge. On peut avoir un printemps créateur à tout moment de la vie, qu'on soit enfant, adolescent, adulte, senior ou très âgé. Et donc, c'est le fruit, c'est le résultat, c'est le produit. Ce qui fait que là encore, le côté psy, grand public, café du commerce ou développement personnel, de vouloir qu'on soit tout le temps épanoui, de vouloir trouver des recettes pour qu'on soit épanoui, c'est un gros mensonge. C'est une malhonnêteté fondamentale parce que, en fait, c'est comme si on n'a pas la main sur l'épanouissement. On n'a pas le contrôle de l'épanouissement. On n'a pas le pouvoir sur notre épanouissement. En revanche, parce que ça pourrait paraître pessimiste, mais je suis absolument pas pessimiste, je suis au contraire quelqu'un de très optimiste. En revanche, si nous mettons tout en œuvre dans les 5 premières étapes que tu as définies très justement, il y aura épanouissement. Il y aura inévitablement épanouissement parce que ça va être le fruit, la fleur, puis le fruit de tout ce qu'on aura fait ou été, parce qu'il ne s'agit pas que de faire, il s'agit d'être aussi, de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous faisons et de tout ce que nous vivons, parfois sans faire ou être spécialement, mais vivons avec les autres. L'épanouissement va être le résultat, le produit naturel, évident. Là aussi, ça coule de source. Et que donc, si nous voulons favoriser notre épanouissement, il y a 2 choses à respecter. La première, c'est de nous donner le temps de la préparation, de cet accomplissement qui va aboutir dans l'épanouissement. Et la deuxième qui est fondamentale, je ne peux pas m'épanouir seul. Je ne peux que m'épanouir avec les autres. Alors ça peut être quelques autres, ça peut être beaucoup d'autres, peu importe. Ça peut être le monde animal pour les personnes qui vivent très seuls du point de vue humain, mais qui ont une relation très forte avec la nature, les végétaux, les animaux. Ça peut être, voilà. Mais l'épanouissement, il est forcément dans le domaine relationnel et dans la dimension de l'amour.
Et je le dis très nettement pour les personnes qui seraient encore un tout petit peu fourvoyées par rapport au discours qui reste dominant sur la compétition, la concurrence, le pouvoir, la domination, la supériorité, l'élite, etc. Et qui se dirait, alors pour être heureuse ou heureux, je dois être mieux que les autres, gagner plus que les autres, avoir plus de pouvoir que les autres. Et donc, comme j'aurai ma voiture de sport, ma piscine, mes vacances aux Seychelles et un poste dans une grande entreprise, je vais être heureux et je vais être épanoui. Eh ben non. Ça ne marchera jamais, ni au début, ni au milieu, ni à la fin de ce processus-là. Jamais. Et ce sera sans cesse une course-poursuite, une course-poursuite, comme dans les pires films d'horreur, pour essayer d'obtenir cet épanouissement. Alors que si au contraire, dès le début, on est dans une dynamique d'écoute de respect de soi, d'écoute de respect des autres, de réalisation de ses désirs et de ses aspirations, tout en favorisant la réalisation et les aspirations des autres, à partir du moment où nous nourrissons, développons les relations que nous avons avec nos proches, avec ceux qui nous sont importants, là, comme fruit, comme résultat, nous allons connaître l'épanouissement avec ces personnes-là. Et même si je savoure cet épanouissement dans des moments où je suis seul, c'est parce que je vis des moments d'épanouissement avec elles et avec eux que je peux le savourer ensuite seul, en me rendant compte, en prenant conscience de la beauté de la vie que je mène et de la magnificence. Moi, j'aime bien les mots forts, hein. C'est peut-être mon côté italien, mais la magnificence de nos relations, la merveille de nos relations. Et c'est vrai que je rebondis juste sur le côté, effectivement, cette nécessité d'être en relation. Nous sommes des êtres sociaux, en fait. Mais sociaux, pas dans le côté conditionné, des illusions, mais sociaux, on a besoin des autres et les autres ont besoin de nous aussi. Enfin, c'est vraiment cet échange de nouveau, cet équilibre. Voilà. Ouais. Et quels indices corporels peuvent nous permettre d'identifier si nos pensées ou nos actes contribuent à notre épanouissement? Les indices corporels sont un peu ce dont on a déjà parlé pour s'écouter, se respecter, découvrir ses désirs et poser des limites. Ça va être à peu près les mêmes indices corporels, c'est-à-dire l'aise, le plaisir, mais pas le plaisir jouissance facile, hein, de la glace à la vanille ou à la fraise. Le plaisir d'être avec soi, le bonheur d'être avec soi, donc la détente, une espèce de tiédeur, de chaleur, comme les soirées d'été, quand il fait doux et qu'on est bien, qu'on n'a pas forcément besoin de s'emmitoufler, ou alors quand on s'emmitoufle parce qu'il fait froid dehors, mais quelque chose comme ça qui est comme le feu de la cheminée, quelque chose qui est doucement rayonnant, qui est calme, comme un lac au soleil. Il y a quelque chose de l'ordre de ce qui est juste du point de vue naturel, c'est-à-dire que notre système nerveux autonome, puisque là j'employais des images, mais on peut le dire de façon scientifique, notre système nerveux autonome et notre nerf vague sont dans la bonne activité, ni trop ni trop peu. Et nous ne sommes pas dans le mode du stress qui est fuite ou combat. Il y a un problème, un danger, une menace, donc je dois faire quelque chose, soit fuir, soit combattre. Non, là c'est le contraire, c'est-à-dire je suis dans un moment de tranquillité, de fiabilité, de confiance, et mon corps le sent. Donc, il y a une forme de détente, de bien-être. Là, on peut le dire, même si c'est un mot qui est souvent galvaudé, mais de bien-être naturel, d'être avec soi-même. Et au-delà de ça, je pense que il y a soit la joie, soit le prémisse de la joie, ou les prémices de la joie. C'est-à-dire que quand c'est vraiment juste bon et beau pour nous, par rapport à tout ce qu'on s'est dit dans les 5 épisodes qui précèdent, soit on est dans la joie, soit on sent que c'est pour ça que je suis pas non plus pour la dictature de l'instant présent. On a le droit de regarder dans son passé ce qui est bon ou d'apprendre de nos erreurs. Et on a aussi le droit d'imaginer des réalisations futures parce que ça nous met déjà en joie. Donc ça, ce sont certains des signes qu'on peut sentir. Et puis encore une fois, chacune et chacun est différent. Exactement. Ça, c'est très important de le soulever. C'est propre à chacun. Mais ce qui est juste, tu as raison d'insister là-dessus, c'est que ça se passe dans le corps. C'est pas un critère mental. Alors, je coche la case du critère mental de ce que m'ont appris mes parents ou de ce que j'ai appris à l'école ou de ce que la société nous raconte sur les médias ou les réseaux sociaux. Peut-être que ça peut y correspondre, mais peut-être pas. Et c'est bien d'avoir la liberté de ce peut-être pas,
Donc, c'est pas du point de vue mental, c'est vraiment dans le corps que je sens ce qui est juste, beau, bon pour moi et dans ce chemin et pour les personnes avec lesquelles je suis en relation. Je te remercie d'insister là-dessus parce que c'est exactement ça. C'est vraiment revenir parce qu'on a tendance à être beaucoup dans le mental, à tout. Même on a beau conscientiser les choses, c'est important de revenir au corps et à ses sensations, exactement. Ouais. Oui. Tu en as déjà un petit peu parlé, mais en quoi est-ce important de nous sentir épanouis dans notre quotidien? Je pense que c'est important parce que nous rêvons au paradis, parce que nous aspirons au paradis. Et que bien souvent, les religions situent le paradis après la mort, après cette existence. Alors c'est possible, j'en sais rien. Nous verrons bien. Et c'est important aussi parce que le monde de la consommation nous fait croire à un paradis artificiel qui serait celui de la consommation, justement. Celui d'acquérir ou d'ingurgiter ou d'endosser un vêtement. Enfin, c'est d'être dans des actions finalement très rudimentaires qui apporteraient ce à quoi nous aspirons profondément. Et donc, je pense que dans la révolution sensible, c'est important de remettre le paradis. Il ne s'agit pas non plus de façon pessimiste ou sceptique ou cynique de dire il n'y a pas de paradis. Non, il y a la possibilité de vivre une belle vie. Tout à fait. C'est ça le paradis, hein, c'est de vivre une belle vie, la dolce vita, quoi. Et ça existe et c'est possible avec les autres, parce que ça ne se vit pas seul. Il est donc possible de vivre son propre paradis ou sa belle vie à soi, et avec les personnes qui nous sont proches, dès maintenant et au quotidien, même s'il y a des moments du quotidien qui n'y correspondent pas, c'est comme ça. Mais en tout cas, ça existe. Et en resituant que donc l'accomplissement de soi qui va permettre l'épanouissement, en le resituant comme étant le signe du paradis, ou en tout cas la manifestation concrète du fait que nous vivons cette vie paradisiaque ou idyllique ou cette belle vie à laquelle nous aspirons, ça permet de savourer ces moments de paradis sans s'empêcher d'y croire, parce que c'est quand on n'y croit pas qu'on le vit pas. Hein. Exactement. C'est savoir que c'est possible, mais sans s'imposer. Alors là, ce serait le mauvais côté du développement personnel, sans s'imposer d'être tout le temps au top. C'est-à-dire, je vais tout le temps bien, je suis tout le temps en bonne santé, j'ai toujours un corps parfait, je ne fais que ce que je veux. Enfin voilà, la liste pourrait être extrêmement longue de tout ce qu'on pourrait s'imposer. Et ça, c'est un paradis artificiel qui passe ou qui ne passe pas par des drogues ou par des je ne sais trop quoi. C'est quelle est pour moi la belle vie, la vie belle, bonne et juste. Et je sais, je sens, j'en ai l'intuition, mais même la certitude et l'intime conviction que je peux, à certains moments de promenade, de discussion, de travail même, ou de rencontre, que je peux vivre cette belle vie. Et que dans les moments où je vis ce paradis, c'est là que je suis dans l'épanouissement. Et c'est là que je constate à quel point mon cœur a raison. Exact. Parce que le cœur a toujours raison. Hein. C'est comme ça. On a beau se raconter d'autres histoires, c'est le cœur qui a toujours raison. Ouais. L'amour a le dernier mot. Et que ces moments de paradis, ce sont des moments d'amour, finalement. Exactement. Ce sont des moments d'amour partagés avec la nature, qu'elle soit végétale ou animale, avec des proches, dans un travail ou autre, dans un moment de vacances ou de détente, dans une promenade, dans un voyage. Et ce sont nos moments de paradis. Et c'est là qu'on se rend compte que l'épanouissement existe pour nous et que si je ne m'impose pas d'être tout le temps épanoui et d'être tout le temps dans cette vie idyllique, cet Éden, eh bien, finalement, je suis heureuse, je suis heureux. Le bonheur n'est pas permanent. C'est parce que je vis des moments de bonheur, de félicité, que je suis heureuse et je suis heureux. C'est en ça que c'est important l'épanouissement. C'est-à-dire que je ne peux pas me contenter du faux discours de la société ou des médias ou de je ne sais trop quoi. Et je ne peux pas non plus me laisser durablement influencer par cette idée qu'on devrait tout le temps aller bien. Parce que ça n'est pas possible. Mais entre les deux, il y a cet intermédiaire, ce milieu juste, comme disent les Chinois. C'est pas le juste milieu, mais c'est le milieu juste. C'est-à-dire qu'il est fluctuant d'un jour à l'autre ou d'une personne à l'autre. Et dans ce milieu juste, je vis des moments d'épanouissement, plus ou moins nets, d'ailleurs. Hein.
plus ou moins net, plus ou moins durable, plus ou moins fort. Et tout de même, je sens que quelque chose de ce que j'ai accompli s'épanouit. Et je pense qu'on a besoin, non, de ces moments où justement qui ne sont pas des moments d'épanouissement pour aller vers l'épanouissement. C'est ce que tu disais d'ailleurs dans l'épisode, connaître ses désirs profonds et ses aspirations. C'est exactement ça. Comment on peut savoir qu'on se dirige quelque part qui est le bon endroit pour nous si justement on passe pas par ces zones, j'allais dire, de turbulence justement. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est important de le rappeler, d'insister là-dessus. Oui. Ouais. Et selon toi, est-il possible de mener une vie épanouie dans tous les domaines de sa vie? Oui, 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 c'est très important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, nous ne vivons pas des vies cloisonnées. Nous ne sommes pas des êtres cloisonnés. Alors peut-être que ça, c'est une aspiration. Ça, c'est une aspiration qui se manifestera de façon singulière pour chacune et chacun, mais qui nous concerne toutes et tous humainement. C'est-à-dire que notre aspiration, c'est d'être entière et entier, de vivre entière et entier, de vivre pleinement. Et cette plénitude, qui là encore, comme le paradis, c'est un autre mot, hein, cette plénitude, on ne va pas la connaître tout le temps, mais on va avoir des moments de plénitude. Et dans ces moments de plénitude, on sent l'unité de notre être. Et comme l'unité de notre vie, de notre histoire. C'est-à-dire que même s'il y a eu des moments dont on est moins content que d'autres, ou des moments qui ont été plus éprouvants que d'autres, ou moins satisfaisants que d'autres, ils font partie de notre unité. Et que c'est justement, l'épanouissement, c'est vraiment une question d'amour, hein, d'amour de soi, d'amour des autres. Si justement je m'aime comme je suis avec cette histoire-là, ce parcours-là, malgré les moments où je n'ai pas été à la hauteur de ce que j'aurais aimé être ou faire, je peux connaître cette plénitude, donc cette paix profonde, donc aussi cette joie. Et c'est ce qui veut dire que nous pouvons vraiment être épanouis dans tous les domaines de notre vie, mais pas tout le temps. Je peux connaître des épanouissements professionnels alors que au niveau sentimental, c'est plutôt plat ou au contraire difficile. Je peux connaître des moments d'épanouissement amoureux alors qu'au niveau familial, bah, c'est pas ça ou c'est pas un bon moment. Et là, je donne deux exemples, mais il y en a plein dans toutes les facettes de notre vie. Et que finalement, on peut se dire que c'est déjà tellement bien si dans au moins une de ces facettes ou un de ces domaines de notre vie, il y a la possibilité d'un épanouissement, parce que de toute façon, au fil des mois et des années, il va y avoir comme un équilibre qui se crée, et c'est là que notre mémoire est tellement importante parce que c'est elle qui va faire l'unité. J'ai vécu des tellement belles périodes d'épanouissement amoureux. En ce moment, c'est peut-être pas forcément le cas, mais je vis de tellement belles périodes maintenant d'épanouissement amical. Et dans quelques années, je vivrai des très belles périodes d'épanouissement professionnel. Ou alors ça se compte non pas en années, mais en journées Tout à fait. ou en phases plus courtes, et peu importe. Mais c'est cet ensemble de conscience qui est notre mémoire profonde depuis le début depuis notre naissance ou même avant, qui fait qu'on peut se dire waouh, quelle belle vie. Et comme je suis heureuse ou heureux de vivre cette vie-là et pas une autre, parce que c'est ma vie à moi. Et c'est important de le relever. C'est notre vie à nous, à nous-mêmes, quoi. Et propre à chacune et chacun d'entre nous. Ouais. Mmh. Et quel exercice peut-on pratiquer pour développer et cultiver l'épanouissement, quel que soit le domaine de sa vie? Je pense que le premier exercice, c'est la gratitude. L'exercice de gratitude ou la pratique de la gratitude que moi je pratique tous les jours maintenant avec mon compagnon. Tous les soirs, on se dit merci et l'un et à l'autre, mais on se dit merci aussi au cosmos ou à la vie pour les belles choses que nous avons vécues dans la journée. Parce que le fait de le repérer, de le nommer et si possible de le nommer à voix haute, alors pour soi-même seul ou à quelqu'un, ça le met en évidence et ça l'ancre, ça l'engramme, comme tu dis. C'est-à-dire que voilà, il s'est passé ça de beau, de juste et de bon pour moi aujourd'hui. Voilà les moments heureux. Et on peut avoir beaucoup de gratitude, euh, même pour des choses imparfaites ou des moments imparfaits de la journée. C'est-à-dire que là encore, on peut vraiment enlever nos critères et dans la spontanéité du cœur d'enfant, dire merci, dire merci pour ce qu'on a vécu dans la journée. Et quand on prend cette habitude-là, alors nous on le fait le soir, mais ça peut être un autre moment de la journée, ça peut être le matin, ça peut être quand on veut.
Quand on prend cette habitude-là, on se rend compte que spontanément, sans réfléchir, d'ailleurs, sans que notre mental intervienne, sans que nos conditionnements interviennent, on va dire merci pour des choses inattendues. Alors que de l'extérieur, ça peut vraiment pas paraître quelque chose d'important ou une réussite ou un moment de bonheur. Et finalement, c'est notre cœur d'enfant, c'est notre cœur pur, pur à la fois dans le sens de l'innocence, mais aussi de la lumière, de la vérité, de la lumière. Pof, quelque chose émerge d'un remerciement à quelqu'un ou quelque chose ou un moment vécu. Et ça nous fait du bien de sentir que dans nos jugements et nos appréciations, il y a tellement de choses fausses ou de pression qu'on se met ou de critères qui ne tiennent pas debout, que là, en laissant le cœur d'enfant dire merci, ça nous fait le plus grand bien. Donc, je pense que la pratique de la gratitude favorise beaucoup non seulement l'épanouissement, mais aussi la saveur, le goût, le plaisir, la joie de savourer l'épanouissement. Et je rebondirais juste sur, vraiment, j'insiste là-dessus, de nouveau ce retour au corps, comme tu le disais. Parce que c'est pas uniquement la gratitude, merci pour ci, merci pour ça. Bon, c'est aussi le sentir j'allais dire dans ses tripes. J'aime pas ce terme, mais c'est ça, quoi. C'est vraiment, faut qu'on le vibre à l'intérieur, en fait. C'est vraiment qu'on l'incarne de nouveau, en fait. Ça revient à ça, qu'on incarne cette gratitude quelque part. Oui, tu as tout à fait raison de le signaler. C'est pas une gratitude mentale. Non, non, c'est pour ça que je parle du cœur de l'enfant. Oui, tout à fait. C'est très spontané. C'est dans le corps que ça se passe. Et effectivement, avec ces élans qui sont des vibrations, favorables, élevées, agréables aussi. Dans le corps, il y a ces vibrations de nos cellules dans la gratitude. C'est toutes les cellules de notre corps qui vibrent de façon harmonieuse dans un remerciement au cosmos ou à la vie. Et ce qui peut favoriser l'épanouissement, c'est aussi justement de s'accorder, là on revient au premier épisode, c'est s'accorder du temps pour s'écouter. C'est-à-dire, il s'agit aussi que je puisse écouter en moi ce qui vibre à l'unisson de la gratitude, ce qui vibre dans mes cellules dans une forme de remerciement spontané, naturel à la vie qui est en moi, qui me traverse et que j'essaye d'honorer dans mes réalisations et mes relations et l'amour que je porte aux autres et à moi-même. Exactement. Et quel serait ton mot de la fin? Ce mot que je viens de dire, amour, je voudrais terminer sur l'amour dans toutes ses facettes, qui est un amour incarné là aussi, qui n'est pas un discours sur l'amour, une prétention d'amour, mais de l'amour réel, donc de soi, de son lieu de vie tel qu'il est pour l'instant, même si un jour il change, de soi, de son lieu de vie, de son corps tel qu'il est, de son travail tel qu'il est, c'est-à-dire que les choses, on se l'est dit plusieurs fois, les choses peuvent évoluer, et bien sûr l'amour des personnes avec lesquelles on est en relation. Ça peut être un amour amoureux, ça peut être un amour amical, ça peut être un amour familial, ça peut être aussi de l'amour beaucoup plus simple pour ses voisins, ses voisines, ou pour des personnes qu'on rencontre ou avec lesquelles on travaille. C'est-à-dire que finalement, si on est dans la dimension de l'amour, en acceptant qu'il y ait différentes facettes de l'amour et différentes façons de le vivre, de l'exprimer, de le ressentir, parce que c'est pas la même intensité, c'est pas la même puissance suivant les formes d'amour. Mais si chacun de nous se situe réellement, authentiquement dans la dimension de l'amour tout le temps, il n'y a pas d'éclipse de l'amour, il n'y a pas de moment sans amour. Donc, on peut se situer dans la dimension de l'amour et dans la réalité concrète, vécue, pratique de l'amour tout le temps. Ça change nos vies de façon miraculeuse, mais le miracle, il est simple, il est humble, il n'est pas forcément visible, bruyant, tonitruant. Il est dans la douceur, la tendresse, la légèreté, la délicatesse, la saveur du quotidien. Voilà, donc vivons l'amour avec amour. Merci beaucoup, Saverio. Merci infiniment pour tout ce partage. Merci Sophie, merci. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur YouTube. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous dans 2 semaines. À bientôt!